Donc le gars en costard, c'est le patron d'Ypon. Donc je vous souhaite tous la bienvenue à ce meet-up. Ah bah, je t'ai pas vu. Ça va? C'est bon, je me connais. Ravi de participer à ce premier meet-up là sur Toulouse. Donc jusqu'à présent, on n'était pas présent à Toulouse. Donc on intervient chez des clients toulousains, mais on n'était pas présent. Donc on m'a laissé 3 slides pour annoncer une petite surprise. Donc j'ai un peu fait de teasing. Qui on a Ypon? Donc on a un cabinet de conseil et expertise. Peut-être des gens nous connaissent. Là, un tiers. Donc il y en a 2 tiers encore qu'il faut pitcher. Cabinet de conseil et expertise, on a 15 ans. On s'est monté il y a une quinzaine d'années. Ouais, 16 ans, c'est la 16e année. On a 300 consultants et on est présent en France, aux US et en Australie. Les news importantes sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que depuis la semaine dernière, on est AWS Advanced Partner. Donc on monte les niveaux de partenariat chez Amazon. Et on a été aussi retenu pour être un AWS Data Specialist, donc pour être certifié et avoir de la compétence sur toutes les plateformes Big Data, Machine Learning et Intelligence Artificielle de nos amis de Amazon. On lance à ce sujet un plan qui s'appelle AWS Academy. Donc on est très porté sur la capitalisation, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais on est très porté aussi sur la formation et la certification de nos consultants. On pourra en discuter avec Steve, mais la formation chez nous c'est open bar, la certification c'est open bar. Et donc on a lancé, et Steve en est le leader, une opération qui s'appelle AWS Academy, qui permet à nos internes de rentrer dans des cycles de formation-certification, mais qui permet aussi à des externes d'être recrutés et de rentrer à T0 sur ce programme, qui comprend à la fois du temps dédié pour formation-certification, qui comprend de l'immersion dans nos missions existantes, sous forme de shadowing, donc en doublon sur des missions existantes, et qui comprend un volet technique, mais aussi un volet méthode, donc comment s'inscrire dans des nouveaux cycles agiles, nouveaux cycles DevOps, etc. Et la bonne nouvelle, et c'est aussi l'objet de notre meet-up aujourd'hui, c'est qu'on ouvre ce programme aussi à Toulouse, parce que très bientôt, c'est-à-dire au plus tard en septembre, mais probablement en juin, on ouvrira Ypon Toulouse. Voilà. Ouais. Donc voilà, donc on va à la fois continuer de l'émission qu'on a aujourd'hui. Je remercie Mathieu qui est là pour son témoignage sur Airbus et qui on est présent sur Amazon. Et on va certainement, c'est pas certainement, mais on va monter une équipe spécialisée Amazon, à la fois plateforme et à la fois data. Et donc on a pas mal de postes ouverts sur le sujet, et évidemment je suis ouvert à la discussion, Steve est ouvert à la discussion sur le sujet. Voilà, je vous embête pas plus, je vous souhaite un très bon meet-up, et puis on se reverra probablement au buffet avec quelques bières. Merci. Merci Geoffrey. Bonjour tout le monde. Avant de commencer, je vais remercier Lionel pour son aide et pour avoir propagé l'information concernant ce meet-up. Et merci Epitech aussi pour nous accueillir et nous fournir une belle salle avec un beau vidéoprojecteur et de belles caméras aussi. Ce soir, on va vous parler de serverless et principalement autour d'Airbus et des architectures qu'on a mis en place chez eux. Donc d'abord, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Steve Well, je suis Solution and Cloud Architect chez Ypon Technologies, membre du pôle conseil. Je ne sais pas si dans la salle certains connaissent Gipster. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Gipster? Ah, c'est comme ça. C'est à peu près les mêmes mains qui connaissent Ypon, donc c'est bien, c'est un bon point, Geoffrey. Donc je suis contributeur Gipster, je fais quelques modules. Et pour ceux qui ne connaissent pas Gipster, c'est un super outil pour construire son architecture microservices ou monolithe en Java. Je vous conseille de regarder. Je suis certifié AWS, of course. Et aujourd'hui, j'interviens donc sur la Public Cloud Platform chez Airbus. Alors, je vais laisser la place justement à Mathieu de se présenter
et de présenter un peu le projet. Bonsoir à tous, désolé pour le manque de moustache sur ma photo. Donc, vous m'entendez bien, c'est bon? Ouais. Mathieu Bueuf, donc Airbus, responsable pour la Public Cloud Platform, donc travaillant avec Steve et quelques autres personnes. On est en train de monter donc une petite plateforme sympa. Alors, c'est les intros là déjà, c'est après le... Donc, qu'est-ce qu'on a mis? Moi, oui. Ouais, donc j'ai construit 5 cloud platforms. Bizarrement, c'est la première que je monte en France. On a un peu de retard sur le cloud en France, donc à l'étranger avant, dans les grosses boîtes. J'ai commencé le DevOps avant que ça avait un nom, donc du Puppet au début, il y a d'autres choses avant, CF Engine, etc. Donc l'automatisation avec la qualité, les tests, ces choses-là. On avait mis non-official beta tester, effectivement. J'ai mis les mains dans Amazon à l'époque où il y avait peut-être encore une dizaine de services dans la console. Et à l'époque, il y avait des trucs assez funky qui se passaient. Donc on pensait que, je sais pas, CloudFormation par exemple, on lançait les stacks et c'était pas toujours la même chose qui se passait. Des trucs assez intéressants. On trouve encore des bugs dans Amazon aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé des bugs dans Amazon aujourd'hui déjà? Juste pour savoir un petit peu dans la salle. Non? Bon, d'accord. La AWS Academy. Ouais, bah nous on en trouve chez Airbus, je pense qu'on pousse un peu les limites parce qu'on en trouve pas mal. On en trouve pas mal. Ouais. Public Cloud Platform. Notre équipe, on est Airbus Group. On n'est pas Airbus commercial, on ne fait pas que les avions. On est en train de construire une plateforme en fait, pour l'ensemble d'Airbus. Donc c'est-à-dire qu'on couvre à la fois donc, les avions, les hélicos et Defense and Space, donc tout ce qui est satellite, armement, avec des contraintes quand même assez intéressantes qui sont vraiment propres à Airbus. Je vais monter une plateforme cloud pour le gouvernement australien il y a 1 an et demi. Et même un gouvernement avait moins de contraintes que les contraintes qu'on a à Airbus. Donc d'un point de vue engineering, c'est des challenges qu'on ne rencontre pas partout, honnêtement. Avec, donc d'un point de vue sécurité et d'un point de vue volume. Parce que vous dites bien qu'Airbus, c'est pas la petite PME, il n'y a pas 3 applis qui tombent sur un serveur dans un placard. Donc on a des contraintes assez intéressantes en termes de volume, en termes de disponibilité et en termes de sécurité. Nos données sont critiques parce que forcément les gouvernements nous font confiance, notamment pour tout ce qui est militaire, on a des licences, etc. Donc vous imaginez bien un Airbus qui a toujours eu ses propres data centers sur son site. On est à Toulouse, vous savez tous la taille du site, ou des sites. Pour eux, ils ne sont même pas passés du modèle data center à un modèle hébergé. Ils sont passés directement du modèle data center au modèle cloud. D'un point de vue humain, mais aussi technique, les challenges et au niveau de l'éducation, c'est assez intéressant. Donc pour tout ce qui est sécurité des données, on entend souvent dans Airbus, ah mais Amazon, je suis là pour acheter des t-shirts, qu'est-ce qui me dit que mes données vont être sûres, c'est le public cloud, c'est ouvert sur l'internet, etc. Donc on passe notre temps à démystifier, en même temps que de monter une plateforme qui je pense est assez sexy. On est parti sur un modèle serverless. Aujourd'hui, forcément c'est limité de serverless, donc je prêche des convaincus, mais pour des applications, si on veut de la haute dispo, économiser les coûts, et un truc qui est scalable, donc comment on dit scalable? Mise à l'échelle, merci. C'était mon moment Jean-Claude Van Damme. Donc mise à l'échelle, serverless, il y a des contraintes quand même que Steve abordera. Mais nous on est parti d'emblée sur serverless en Python. Parce que pour ceux qui connaissent Amazon, je spoil. Parce que Python, c'est le langage de prédilection quand on fait de l'Amazon. Le premier SDK c'était Boto, donc est écrit en Python. Tous les langages, tous les services, les fonctions natives d'Amazon sortent d'abord sur Python, sur Boto. Voilà, donc je vais laisser Steve faire la présentation et rentrer dans les détails. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait, n'hésitez pas à venir me parler. Il y a plein de choses que je ne peux pas dire en public, surtout qu'en plus maintenant c'est sur YouTube. Donc peut-être en face à face, je pourrais vous en dire un peu plus sur ce qu'on fait.
enfin, on verra après plus tard, mais encore une fois, par rapport à l'image que certains avaient d'Airbus, peut-être quand je discutais avec les gens, et que je leur dis ce qu'on fait aujourd'hui, ils sont assez surpris. Ils se disent, mais Airbus c'est le Moyen-Âge, vous avez des serveurs du métal, ça bouge pas. Et quand on voit ce qu'on fait aujourd'hui, les gens sont en général assez étonnés. Donc je laisse Steve présenter, il va vous en dire plus sur ce qu'on a découvert. Merci. Merci Mathieu pour ce témoignage. Le sujet de ce meet-up, justement, ça sera de se baser un peu sur l'expérience qu'on a eue lors de la construction et la mise en place de l'architecture serverless sur cette public cloud plateforme. Donc je vais plutôt aborder des thèmes et des notions qui en fait généralement sont mal comprises quand on veut se lancer dans le serverless, ou du moins parfois on fait certaines erreurs. Alors, je ne sais pas, est-ce que tout le monde connaît le serverless ici? Petit sondage rapide. Bon, au moins déjà voilà. Bon, alors les premiers slides, ça sera pour tous ceux qui ne connaissent pas. Alors le serverless, si on s'y connaît un peu en anglais, c'est facile, on va se dire, bon, il n'y a pas de serveur. Bon, d'accord. Jusque-là, on peut s'arrêter à là. Mais ça va même encore plus loin. C'est qu'on n'a même pas du tout de notion de serveur. On n'a même pas du tout de notion d'infrastructure. On ne va pas avoir besoin de provisionner d'infrastructures. On ne va pas avoir besoin de racker des serveurs, d'installer des OS, de provisionner des types d'instances avec du CPU. Toutes ces notions-là, on ne les gère pas. On va vraiment pouvoir avoir un focus sur notre code métier, et pouvoir délivrer du service. Il y a aussi une nouvelle notion qu'on a vue avec le serverless. Alors on connaissait déjà le pay-as-you-go dans les public cloud providers, où en fait on paye vraiment que ce que l'on consomme. Donc on provisionne une instance, on paye, on arrête l'instance, on arrête de payer. Généralement, c'est à l'heure. Bon, maintenant il y a des nouveaux providers qui commencent à lancer à la minute, etc. Le serverless, ça c'est une milliseconde, une centième de milliseconde. Donc c'est vraiment optimisé sur le temps d'exécution. On va vraiment payer que les exécutions de notre code. Si jamais notre fonction n'est pas appelée, n'est pas exécutée, on ne paye pas. Et alors aujourd'hui, il y a plusieurs notions dans le serverless. Il y a différents aspects. Moi j'appelle ça le BaaS. Tout ce qui est backend as a service. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le sujet. Là, je vais surtout faire un focus sur ce qu'on appelle le FaaS, Function as a Service. Donc c'est vraiment déployer rapidement des fonctions avec une mise à l'échelle automatique. Autre point très important, je vais revenir un peu tout au long de la présentation, et que c'est souvent même un des points les moins bien compris, c'est que c'est basé sur de l'événementiel. Le serverless est une technologie asynchrone basée sur de l'événementiel. Alors, pour ceux qui commencent à lire quelques articles, qui voient quelques confs, il y a même un an, généralement, on comparait tout le temps le serverless avec le monde des bisounours, des licornes, des étoiles, etc., les paillettes. Mais le problème, c'est que quand on commence à vouloir quitter un peu le monde des Hello World et qu'on veut faire des projets industriels d'entreprise sur du serverless, généralement, c'est un peu la désillusion, parce qu'on va avoir des process, des méthodologies qui ne sont pas forcément traitées dans le serverless, enfin, du moins qu'il n'était pas forcément à l'époque et sur tous les providers. Et du coup, on va avoir des nouvelles contraintes de déploiement, de versionning, etc., qui vont, on va dire, enlever un peu toutes ces étoiles sur cette technologie. Justement, le but de ce meet-up, je vais essayer d'éclaircir un peu certains sujets et voir maintenant, aujourd'hui, ce qu'il est possible de faire et justement comment pallier à ces problèmes. Alors, si aujourd'hui, je parle de faire un monolithe en serverless, généralement, je crois que dans la salle, j'ai vu quelques têtes qui étaient comme ça. Il y en a même un, j'ai vu là-bas, qui sortait la corde pour se pendre. Certains penseront que c'est une aberration complète. Voilà, serverless, je pense fonction. J'entends même des fois parler microservice à l'extrême. Je veux ma fonction isolée, déployée, qui va se mettre à l'échelle automatiquement. Alors maintenant, laissez-moi un peu vous expliquer. Si on prend un monolithe basique, Java, c'est le langage que je connais peut-être le mieux avec le Python. Structure basique, je ne vais pas détailler. On a notre modèle en couche, une couche d'accès aux données avec un ORM, généralement on va prendre Hibernate, une couche de service pour la couche métier, nos ressources, donc tout ce qui est exposition de notre API REST, et allez, on fait un peu de sécurité, on est bon, on va avoir une couche authentication et d'autorisation, gestion des users, des rôles, etc. Maintenant, si on essaye de transcrire un peu l'API qu'on avait avec, là c'est une gestion d'utilisateur relativement basique, en serverless, il y en a beaucoup
on va dire, avec peu d'expérience, qui vont se dire, ok, chacune de mes fonctions est isolée, je vais créer des repo guides différents, avoir des process de déploiement différents, etc. Et donc, je vais vraiment avoir 3 silos bien distincts, avec aucune communication, avec aucun partage de code, duplication de code, etc. Mais j'ai, on va dire, ma function as a service, isolée, scalable, etc. Maintenant, si on reprend un peu la définition même du serverless, bon, je vais vous éviter la lecture, hein, et vous synthétiser ça rapidement, c'est que c'est un service d'infrastructure. En rien, le serverless, le FaaS, est un framework où doit impacter votre architecture, votre design. D'accord? C'est juste un outil qui va permettre de se plugger sur votre projet et qui va fournir des fonctionnalités de mise à l'échelle automatique, de pay-as-you-go, etc. Du coup, si on reprend un peu notre modèle, aujourd'hui, rien ne nous empêche d'avoir un projet Git unique, d'accord, avec notre structure un peu comme on voyait en Java, avec notre séparation en différentes couches. Et derrière, on va plugger tout ce qui est FaaS, toute la partie serverless, sur les différents handlers, sur les différents endpoints, qui sont simplement des fonctions qu'on va binder, et ainsi, on va pouvoir gagner de la qualité de code, avoir vraiment une stratégie de test homogène sur tout un projet, et retrouver vraiment tous les avantages d'une architecture monolithe. On peut très bien arriver derrière, donc là, je présente le monolithe, mais avoir vraiment une vision microservice, pas microservice comme on voyait isolé, mais vraiment dans, on va dire, les bonnes pratiques du microservice avec les bounding contexts, etc. Donc on peut vraiment avoir des notions d'architecture, on va dire, basiques, et les appliquer au serverless. Maintenant, une autre approche aussi qu'il faut arriver à comprendre, moi je me mets d'un point de vue utilisateur, donc je veux consommer mon API user, donc je suis client, moi le seul point que je vois, je m'en fiche du serverless, tout ce que je vois c'est que j'ai des calls API qui vont me fournir des services métiers possiblement, j'ai mon back-end. Aujourd'hui la différence c'est que la partie FaaS, Function as a Service, elle va vous permettre uniquement d'exécuter votre code. Il faudra faire appel à un autre service, donc là on est chez AWS, ça va s'appeler API Gateway, pour, on va dire, proxifier, déclarer notre API et faire le lien avec notre fonction. Comme je disais, c'est sur de l'événementiel, donc c'est l'API Gateway qui va générer l'événement pour invoquer vos fonctions. Donc ça, mine de rien, c'est assez impactant, surtout quand on va faire les déploiements. Donc si on reprend un peu notre approche, on va avoir tout ce qui est déclaration de notre API, le slash user par exemple là, qui va faire on va dire, propager, on va dire, le contrat de service, la partie visible pour notre utilisateur, et derrière, elle va faire le lien avec notre fonction et propager l'événement. Alors on peut se demander aujourd'hui, bon, on a 2 services distincts, 2 services d'infrastructure. Niveau déploiement, bon, ben, c'est toujours de l'infra as code. Moi, je veux déployer toujours un peu DevOps, Continuous Delivery. Et ben, il faut savoir que sur API Gateway, grâce à Swagger, donc ça peut embarquer Swagger. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Swagger, c'est une spécification, d'accord, qui n'était pas du tout présent, qui n'a pas du tout été créée pour le serverless. C'était présent déjà bien avant, qui permet de déclarer de façon vraiment contractuelle notre API, les différentes interactions, les retours d'erreurs, etc. Donc aujourd'hui, AWS, ils sont déjà intégrés complètement avec cette spécification pour créer l'ensemble de notre API, mais en plus, ils vont fournir de nouvelles fonctionnalités qui vont vous permettre, avec un seul fichier de Swagger, de vous binder avec vos proxys et vos lambdas. Donc là, c'est un petit exemple voilà, d'une fonctionnalité pure Amazon, la partie X Amazon API Gateway Intégration, où on peut très bien directement déclarer la fonction que je vais appeler et faire le lien d'un point de vue, on va dire, apporter un peu une vision infra sur un fichier Swagger. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités qui sont un peu natives Amazon. Là, c'en est une. Il y en a d'autres, par exemple, ajouter une partie sécurité, je vais revenir tout à l'heure. Et l'avantage aussi, c'est qu'aujourd'hui, Swagger, c'est quand même un écosystème. Il y a énormément d'outils open source pour générer de la documentation, générer du code, etc., etc. Donc, petit brief sur la sécurité.
Aujourd'hui, justement, avec API Gateway, on peut se demander, bon, à quel niveau je vais gérer la sécurité? Je veux gérer la partie authentication, donc c'est vraiment, j'autorise ou non un user à consommer mon API. Comment je fais ça? Est-ce que je dois l'embarquer dans chaque lambda? Bon, on a vu tout à l'heure qu'avec mon monolithe, je pourrais très bien, on va dire, synthétiser le code, le faire qu'une seule fois, le propager dans toutes mes lambdas. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'API Gateway propose des services natifs pour faire ça. Alors, il y a 4 types d'autorisers. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas trop les détailler. Il y a une authentification un peu forte avec des certificats SSL client. On peut utiliser AWS IAM. Alors, AWS IAM, c'est en gros utiliser le méthode de signature, donc SIG-V4, made in Amazon, hein, ce qu'ils utilisent pour tout ce qui est S3, etc., pour avoir des presigned URL, et ainsi vraiment consommer de façon sécurisée, basée sur tout ce qui est role IAM, notre API. On peut binder aussi un outil qui s'appelle Cognito User Pool, hein. C'est un outil serverless qui permet d'avoir une gestion 100% managée de ses utilisateurs, avec tout ce qui est interface, login, logout, gestion des utilisateurs avec des datasets qui sont scalables, etc. Et tout ce qui est connectique au 2. Donc là, on va avoir des tokens JWT qui pourront être captés, rien à configurer, et on va pouvoir ainsi autoriser des utilisateurs. Et bien sûr, on a aussi une fonctionnalité Custom Authorizer, où on va pouvoir développer un peu notre authentication à notre sauce. Pour X raison, on veut avoir des tokens JWT OO2, OO0, qui est un autre service, un autre identity provider. On peut très bien créer notre propre authorizer et valider un peu ces jetons de sécurité. Donc, petite information, hein, ce Custom Authorizer, c'est une lambda derrière qui sera exécutée. Hein. Bon, pareil, ils utilisent leur propre service, hein, ils ne sont pas bêtes. Ça va se scaler, peu importe le nombre d'utilisateurs, ça va se gérer tout seul. Maintenant, autre question, on a vu un peu quelques concepts d'architecture de base. Hein. Ok, on peut faire du monolithe. Maintenant, je sais comment déclarer mon contrat d'API. Maintenant vient la question fatidique du quel langage je vais choisir. Alors chez Amazon, alors, pour certains providers type Google, on n'a pas forcément trop le choix, c'est du Node.js. Chez Amazon, il y a pas mal de langages. Java, Python, Python 2.6, 3.7, non, 3.6, 2.7. Node.js, Go, depuis peu, c'est pas mal, et .NET. Du coup, la question, c'est comment je vais choisir le langage. Alors avant, si on prenait un peu un projet standard, le choix de ce langage, il était principalement humain. Une entreprise qui est spécialisée dans le Java ne va pas se dire je vais me lancer dans un projet entreprise en Go. Niveau risque, il ne faut même pas y penser. Niveau surtout compétences, c'est encore pire. Donc l'aspect humain est toujours quand même une part majoritaire dans le choix du langage. Nous, typiquement, chez Airbus, c'est ça aussi qui a drivé le choix du langage. Nos équipes connaissaient, donc il y a déjà eu un spoil, le Python. Nos équipes connaissaient le Python, donc déjà niveau choix dans les différents types de langages, on n'allait pas leur imposer d'apprendre un nouveau langage, surtout que s'ils n'ont pas forcément les compétences, le code, tout ce qui est qualité de code, test, etc. seront forcément impactés. Donc on allait partir sur ce langage-là. Après, il y a d'autres facteurs à prendre en compte quand on fait du serverless, c'est tout ce qui est cycle de vie du serverless, de tout ce qu'on appelle le FAS, alors je reviendrai dessus un peu plus en détail, et la notion de coût. Tout à l'heure, je vous disais que le temps d'exécution est facturé au centième de milliseconde. Aujourd'hui, je prends un langage qui met longtemps à s'exécuter, peu importe, hein, que ce soit .NET ou autre. Bon, après, c'est pas forcément le bon exemple parce que c'est le plus rapide en termes d'exécution, mais forcément, il y aura un impact de coût. Il faut savoir que un code qui va s'exécuter en 200 millisecondes et un autre qui va s'exécuter en 100 millisecondes, si j'ai 10 millions de requêtes, c'est 50% d'économie sur sa facture à la fin. Donc on commence à rationaliser un peu et se dire l'optimisation de code, c'est quand même important. Du coup, revenons un peu sur ce cycle de vie, parce que c'est vraiment dimensionnant aussi sur le choix du langage, surtout dans notre contexte, où aujourd'hui on veut proposer une API, donc c'est un des use cases du serverless. Faut savoir que, quand on dit justement que quand la fonction n'est pas utilisée, on ne paye pas, c'est que, en gros, elle n'est même pas du tout provisionnée. D'accord ? Elle ne va même pas tourner, elle n'est pas en stand-by ni rien. La première exécution, d'accord, c'est on va devoir provisionner cette instance pour son exécution. Et comparé à tout ce qui est un peu langage aujourd'hui avec des serveurs type Tomcat ou autre Java, généralement le code est chargé en mémoire. Là, il n'est pas chargé en mémoire, il est dormant, il va dormir, c'est le bundle ou le code va être stocké sur un fichier, sur un bucket S3, d'accord, en attente, on va dire d'un provisioning où ça va récupérer le code, l'initialiser pour son exécution.
Donc reprenons un peu ce cycle de vie. Il faut savoir qu'en fait, il y a vraiment deux grosses phases dans ce cycle de vie. Il y en a une qu'on appelle le cold start, et après, il y a la phase d'exécution. Donc le cold start, il se produit quand la fonction, justement, n'a jamais été appelée. D'accord ? J'arrive le matin, 8 heures, premier call sur mon API. Il va y avoir cette phase de cold start. Alors la phase de cold start est elle aussi en deux phases. Il va vraiment y avoir la phase de provisioning, donc c'est assez bête, hein, c'est Amazon va aller récupérer le code sur le bucket 16.3, va provisionner une instance, possiblement, et on va dire un peu chauffer. Après, il y a une autre phase qui est l'initialisation du contexte. Alors l'initialisation du contexte, aujourd'hui, si on voit le code, donc là on a vraiment ma fonction, hein, notre code fonction, mais tout ce qui est le code qui est... Pardon. Tout le code qui est autour de la fonction va s'exécuter dans une phase d'initialisation du contexte. Donc c'est à ce moment-là, par exemple, je peux provisionner ou faire un peu l'initialisation de ma connexion à ma base de données. Et ce code-là, typiquement, va s'exécuter une seule fois au moment du warm-up, mais après, à chaque exécution, c'est vraiment que notre fonction qui va s'exécuter en séquentiel. D'accord ? Si aujourd'hui j'ai des appels qui sont séquentiels, donc un utilisateur, puis un peu plus tard un autre utilisateur, ça sera sur la même instance et ça va les enchaîner en séquentiel. Par contre, si j'ai plusieurs utilisateurs en simultané, là, on va avoir plusieurs initialisations, plusieurs cold start, et ainsi de suite. Et du coup, cette phase d'initialisation, ben, ça prend du temps. Et c'est là où, en fait, le choix du langage va être relativement important. Je provisionne du Java. Allez, moi je fais du Java, j'adore Spring, etc. Alors Spring, déjà, pour ceux qui connaissent, ça prend pas mal de temps à s'initialiser. Hein. En plus, rien qu'à télécharger les 500 gigas de framework, il faut le faire, quoi. Du coup, ce temps d'initialisation, le temps de warm-up de la JVM, c'est du temps. D'accord ? Et là, nous, dans notre contexte API, eh ben, je suis un peu à la course au temps. Donc, Java, tout ce qui est langage un peu comme ça, .NET, je vais les mettre de côté parce qu'ils ne vont pas correspondre à mes besoins. Et du coup, tout ce qui est langage type Node.js, Go, Python, c'est des langages qui sont exécutés rapidement, avec même en plus une faible empreinte mémoire. Hein. Java, il faut généralement prendre des lambda avec 2 gigas si on veut que ça aille un peu vite. Là, Python, l'empreinte mémoire de 40 mégas, ça passe. Alors, des petites choses aussi à savoir, hein, des petits tips. C'est que déjà, la phase d'initialisation, donc vraiment la première phase, elle est gratuite, hein, vous ne serez pas facturé sur cette phase-là, donc c'est AWS qui va gérer ça. La partie phase d'initialisation du contexte, donc tout ce qui est décorateur autour de sa fonction, est gratuite si elle est inférieure à 10 secondes. Il faut savoir qu'après 10 secondes, alors déjà ça va s'arrêter, ça va recommencer à 0, et en plus après ça vous sera facturé. Donc en plus des 10 secondes, vous allez prendre possiblement 20 secondes en plus et payer. Donc après, voilà, il faut arriver à trouver le bon équilibre pour exploiter au maximum ces 10 secondes. Donc exécuter possiblement le maximum de code dans ces 10 secondes pour ne pas payer. Donc moi, par exemple, aujourd'hui sur notre projet, cette phase des 10 secondes, ben, nous, on va initialiser toute la connexion de notre base de données, notre ORM, initialisation de ma session de base de données, comme ça, dans mon code, directement, je vais pouvoir exécuter des requêtes sans avoir un peu de temps de latence, d'initialisation, etc. Autre point important, c'est que la phase de call start ne fait pas partie du timeout. Alors, il faut savoir qu'une fonction face, c'est limité à 5 minutes sur Amazon, Google aussi, et un peu tous les autres providers pareil. Et que dans ces 5 minutes-là, c'est vraiment sur la phase d'exécution de votre fonction. On va dire, tout le contexte autour ne sera pas part de ce timeout. Et comme je disais, hein, donc là c'est vraiment important, donc déjà optimiser votre code, et tout ce qui est optimisation des dépendances et de la taille du package, donc par exemple zipper le package, les dépendances, bien choisir ses dépendances, hein, je ne vais pas tirer un Spring, le Spring Framework dans sa version intégrale, parce que si le package fait 500 mégas, il prendra forcément plus de temps au moment du call start qu'un package qui fait 40 mégas. Et autre petite information, c'est qu'aujourd'hui les lambdas, on peut les lancer directement dans un VPC. Alors, parfois on a le besoin, typiquement je veux lancer une base de données RDS chez Amazon, donc une base de données Postgre ou autre, donc ça se lance dans un network, et pour faire une connexion, je ne vais pas l'ouvrir au public, hein, si je suis un peu
peu bien capé, je ne vais pas l'ouvrir à la terre entière. Du coup, je vais devoir lancer mes lambdas dans le VPC et pouvoir comme ça un peu sécuriser mes connexions. Alors, il faut savoir que quand on lance une lambda dans un VPC, elle va forcément prendre 10 secondes, tout simplement parce qu'en fait, Amazon derrière va provisionner dans le VPC et attacher une network interface. Et du coup, ce provisioning, ça prend 10 secondes. Donc c'est pour ça, il y a différents facteurs. Si jamais on a un peu comme ici, nous à la course au timing, qu'il faut prendre en compte pour réduire ce temps. Après, d'autres petits tips aussi, c'est qu'aujourd'hui, comme je disais, c'était séquentiel. D'accord, les exécutions sont séquentielles. Donc il faut penser on va dire, à certaines notions. Alors, quand on va dire, quand on code, on a un peu l'habitude, généralement on y pense, par exemple, la clôture de nos ressources. La clôture de nos ressources, par exemple, j'initialise une connexion HTTP. En Java, par exemple, on peut le faire avec des try-catch et avoir une clôture automatique. Et pour les personnes qui veulent le faire un peu en façon standard, un peu old school pour ne pas avoir de dépendance et optimiser son code, si j'oublie de clôturer ma connexion, eh ben à chaque fois, en fait, elle va se maintenir. Elle va se maintenir ouverte, elle ne va jamais se déprovisionner. Ça ne va pas se fermer comme ça juste parce que le code il est arrêté. Et du coup, on peut très vite arriver à surcharger, on va dire, les serveurs distants. Pareil, il y a certaines bases de données qui ne sont pas du tout optimisées pour le serverless. Cassandra, typiquement, on est obligé d'avoir un pool de connexion. Là, quand on a la mise à l'échelle automatique, on ne peut pas gérer un contexte d'exécution global à toutes nos instances. À chaque fois, à chaque instance, à chaque parallélisation, il va y avoir des pools d'exécution et du coup, on va dire, on ne rentre pas du tout dans les bonnes pratiques Cassandra, etc. Et aussi penser que chaque exécution, on ne sait jamais quand est-ce que, on va dire, mon instance, alors, généralement l'instance, elle se shutdown au bout de 3 heures d'inactivité. Du coup, il faut bien penser que chaque exécution de code est stateless. On ne va pas se mettre à se dire j'exécute un code qui va sauvegarder un fichier sur ma lambda. Enfin, en gros, c'est du Docker qui est exécuté derrière. Je ne vais pas sauvegarder des fichiers et m'amuser à les récupérer sur chaque exécution. C'est pas fait pour ça. Il y a des tricks, hein. Aujourd'hui, il y a vraiment des tricks pour arriver à pallier à ça. J'ai vu des retours d'expérience où la personne faisait ça, mais c'est pas du tout serverless, c'est pas fait pour ça. Pareil, hein, le code start, on peut l'éviter. Hein. Il y a des tricks qu'on voit sur plein de sites internet qui va pinguer en gros un peu nos instances pour les maintenir à chaud. Après, moi, ma vision là-dessus, c'est qu'à partir du moment où je n'utilise pas le service de façon nominale et que je suis obligé d'avoir un petit hack qui va les maintenir à jour, et encore, maintenir à jour toutes mes lambdas, c'est moi qui vais définir le nombre, donc je vais forcément, on va dire, pas correspondre un peu au modèle standard, donc pas utiliser de service. Et là, dans ce cas-là, d'autres architectures type Docker avec du Kubernetes, ça fera très bien l'affaire. Maintenant, passons, ok, on a vu le code, bon, je vais déployer mon code, c'est génial. Maintenant, autre aspect à prendre en compte, c'est la partie packaging. Il faut prendre en compte, alors Python, justement nous, un point important, c'est que Python, typiquement, a besoin de librairies dépendantes du système. C'est-à-dire que moi, j'ai mon Mac, je vais installer mon petit package Python, mon projet Python, je vais installer toutes les librairies que j'ai besoin. Elles seront spécifiques à macOS. D'accord ? Si je lance sur du Linux, ça sera encore d'autres librairies. Alors, quand je veux packager mes librairies, builder mon zip sur mon Mac et l'envoyer sur Lambda, ça ne va pas s'exécuter. Alors, ça dépend bien sûr des dépendances que je veux avoir, hein, mais typiquement, je prends l'exemple, je fais du Postgre. Postgre va avoir besoin de certaines librairies en C. Si je build mon package sur mon Mac et que je l'envoie, ça ne va pas marcher. On aura une belle erreur et ça ne va pas trouver la dépendance, etc. Du coup, une des solutions aujourd'hui, Docker et mon ami, hein, je suis même formateur Docker, donc je suis assez fan de cette approche, il y a libci. D'ailleurs, Mathieu Debieuvre ici avait participé à la création de ces Docker, si je me souviens. Non, j'ai rajouté le support pour Python 2.7. Bon, participer à la création de ces supports. libci fournit des Docker un peu typés Amazon, avec toutes les dépendances Amazon, les mêmes versions, on va dire, un peu de Docker et enfin, toutes les bases d'images Docker, pour pouvoir builder simplement notre package, notre fichier zip avec nos dépendances. Donc là, tout simplement, ça c'est un exemple de code où je vais donc lever un Docker, c'est fait pour ça, et à l'intérieur du Docker, pouvoir exécuter toute la phase de clean, de build, téléchargement tout ce qui est requirements, pour être sûr que c'est bon, j'ai récupéré les bonnes dépendances, qui sont validés par Amazon, avec tous les packages Amazon. Il y a même ici tout ce qui est repository pour tout ce qui est toutes les installations de packages
Amazon, et je sais que c'est tamponné pour être déployé sur des lambda Amazon. Donc il y a à peu près toutes les versions, là c'est Python 3.6, vous le retrouverez sur LambCI, donc c'est un projet GitHub, hein. Il y a Node.js, Go, etc. Autre point important à savoir, donc déjà bien, je l'ai dit tout à l'heure, optimiser un peu la taille du package, pensez à l'archivage en .zip, hein, c'est toujours ça de gagner. Et aussi que le nom du bundle doit être unique. Des fois, nous, un premier retour d'expérience, c'était j'envoyais toujours un nom qui s'appelait bundle.zip, et des fois je m'apercevais que ce n'était pas forcément pris en compte. Tout simplement, Amazon derrière va faire du hash, et va voir un peu la détection, les changements des packages. Si jamais il n'y a pas forcément de changement, il ne va pas forcément le déployer, il va aussi se baser sur le nom. Du coup, une des techniques, c'est je rajoute le petit hash dans le nom, comme ça, je me garantis que le nom change par rapport au contenu du package. Bon, maintenant j'ai commencé à packager, bon, j'ai fait mon projet, j'ai packagé en .zip, j'ai mes dépendances, c'est génial. Parlons un peu DevOps. Aujourd'hui, comment je déploie mon infrastructure et comment je déploie tout mon projet. Alors il y a vraiment énormément d'outils qui sont mis à votre disposition, qui peuvent vous faciliter la vie. Alors il y a des outils un peu open source type Gordon, Serverless, Terraform, j'en passe et des meilleurs, il y en a des tonnes, hein, franchement, pour les différents providers. Ils ont tous leurs avantages et inconvénients. Serverless, par exemple, c'est un très bon langage, enfin, très bon framework, qui permet d'être multi-provider, etc., mais qui a une approche vraiment très typée infrastructure. Aujourd'hui, moi je le rappelle, moi ce qui m'importe c'est la vision customer, d'accord? C'est la vision API. Et du coup, typiquement, nativement, Serverless ne va pas permettre d'importer son fichier Swagger, donc il y a des plugins pour faire ça. Et comme je vous l'ai dit, moi je n'aime pas forcément installer des plugins. Terraform, c'est pareil, c'est un outil qui est génial, hein. Moi je m'en sers tous les jours, on s'en sert même encore aujourd'hui, pour déployer une infrastructure. C'est vraiment typé infrastructure, c'est fait pour ça. Par contre, dès qu'on veut faire du FAS avec une API dessus, ça devient assez vite un cauchemar. Pour faire les gates, gérer tout ce qui est HTTP status, etc. D'autant plus que pareil, c'est pas compatible avec Swagger. Et aujourd'hui, moi ce qui fait foi pour mes utilisateurs, c'est mon contrat. Et après, il y a les deux outils purs Amazon, hein, donc quitte à faire de l'Amazon, il faut toujours utiliser Amazon. D'autant plus qu'aujourd'hui, les services Amazon, ils évoluent tellement vite que même déjà, les services CloudFormation et Mitsam n'arrivent pas à suivre la marche. Alors, il ne faut même pas imaginer les outils open source, qui eux encore, c'est sur la bonne volonté des gens, donc c'est eux qui vont implémenter, possiblement avec des bugs, etc. CloudFormation, aujourd'hui, n'a pas encore toutes les fonctionnalités. Quand on commence à vraiment creuser, il y a certaines fonctionnalités qui ne prennent pas encore en compte par rapport à des nouveautés sur les services. Donc, voilà. La partie SAM, c'est Serverless Application Model, donc c'est un peu une surcouche à CloudFormation qui est là pour simplifier tout ce qui est déclaration de son infrastructure serverless. Donc là, nous, le choix, au début, sincèrement, on était parti sur SAM, parce que c'est plus simple, hein. C'est en gros, en 2 déclarations, on peut faire la déclaration de notre lambda et un peu tout le contexte et le binding avec notre API. Mais en CloudFormation, c'est un peu plus de 5 ressources pour faire à peu près la même chose. Donc c'est déjà un peu plus verbeux. Donc on est parti sur SAM. Alors, donc, je redis un peu ça, c'est... on verra tout à l'heure justement dans les points et dans les limites justement qui nous a fait revenir sur CloudFormation. Il fallait donc bien prendre en compte déjà l'architecture de notre projet. Donc là, bon, aujourd'hui, nous, on a à peu près 90 fonctions, hein, donc... Au début, avec 30 fonctions, sincèrement, SAM, ça marchait top moumoute, c'était génial, pas beaucoup de code, ça a tout se déployé assez rapidement. Mais dès qu'on est arrivé à un certain seuil de ressources, il faut savoir qu'Amazon a 2 limites. Déjà, au niveau d'un template CloudFormation, SAM, enfin, même notion, on est limité au nombre de ressources qui sont créées par template. D'accord? Du coup, là, pour une fonction, donc... Par exemple, le /user, il va y avoir 5 ressources qui seront créées, donc ça monte assez vite. Et là, typiquement, on avait atteint la limite. Alors, une des solutions pour contrer ça, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les nested stacks chez Amazon. C'est un peu des sous-templates, et derrière, on fait des imports de ce template-là pour, justement, masquer complètement le nombre de ressources et arriver à pallier à ce problème. Problématique, SAM ne gère pas encore les nested stacks. Alors j'ai regardé, il y a une semaine, ça ne le gérait pas. Donc, des fois, ça évolue tellement vite.
mais même suivez le hashtag 90, c'est une issue hein, qu'il y a sur SAM où en fait ils doivent le faire. Et du coup, tout simplement, pour nous c'était complètement bloquant. On ne pouvait pas dépasser les 30 ressources. Alors soit je faisais encore des hacks, je faisais des splits de mon projet, moi c'était pas ma volonté. On a dû rebasculer sur CloudFormation. Autre petit trick, c'est que un nombre de calls simultanés, Amazon bloque le nombre de calls simultanés, tout simplement pour gérer un peu tout, enfin, la charge par rapport à tous ces utilisateurs. Et du coup, il a fallu utiliser la notion de depend zone hein, pour faire un peu de la... Enfin, en gros, on déploie bloc par bloc, à chaque fois un peu avec une hiérarchie, on est obligé pour limiter le nombre de calls qu'on fait à un instant T sur Amazon. Pareil, hein, tout à l'heure je parlais de tout ce qui est compliance avec les stratégies et les nouveaux services Amazon. Amazon sort énormément de services très rapidement, typiquement des stratégies de déploiement. Et SAM ou CloudFormation, des fois, ne sont pas forcément à jour. Du coup, notre base, c'est, on veut que ce soit le plus, on va dire, avoir le plus de souplesse possible, utiliser le plus vite les services Amazon. Et du coup, encore un autre facteur qui nous a fait aller vers CloudFormation. Donc voilà, un petit exemple hein, de notre pipeline, pipeline de production. On voit nos différentes phases, hein, on va retrouver même la partie build du package et packaging avec notre Docker. Donc on voit que notre pipeline dure environ 12 minutes. Alors, à mon avis, on peut l'optimiser, c'est juste que nos différents blocs, à chaque fois qu'ils s'enchaînent, bah, ça prend du temps. On n'a pas poussé, on va dire, à l'extrême, 12 minutes, c'était... Vu qu'on fait assez souvent des déploiements de toute la partie API, de l'intégralité de nos fonctions, 12 minutes, c'est quand même relativement respectable. Et derrière, on voit qu'en plus, on utilise la partie Swagger. C'est qu'une fois qu'on a notre API déployé, on a toujours notre Swagger file qui est toujours présent, hein, qui a servi vraiment de base et de point d'entrée de tout notre projet. On va pouvoir générer une documentation, donc toute la doc API, automatiquement et la déployer encore plus en utilisant un service, la partie Bucket S3 en mode website. On a juste à mettre les fichiers HTML et c'est disponible sur Internet, bien sûr bloqué pour Airbus, hein, vous pouvez toujours chercher. Hein. Mais ainsi, à chaque déploiement, notre doc est à jour et mis à jour. Donc s'il faut savoir, comme je disais, aujourd'hui il y a des services Amazon pour tout ce qui est stratégie de déploiement, parce que bon, au début quand on va commencer à penser un peu entreprise, on ne va pas se dire je déploie, tac, peu importe les utilisateurs, je les bascule d'un coup sur une nouvelle version. Aujourd'hui sur API Gateway, maintenant on peut faire du Canary Release. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Canary Release, hein, c'est assez simple, j'ai une version V1 et une version V2, et je vais pouvoir basculer petit à petit du trafic vers ma V2. Donc au début ça sera 10% du trafic sur ma V2, possiblement voir les premiers retours, les premiers bugs, les premières erreurs de réponse si j'ai un bon monitoring. Et ainsi de suite, si jamais ça se passe bien, 20%, 30%, et ainsi de suite, jusqu'à basculer l'intégralité des utilisateurs sur la V2. Pareil, au niveau des functions, donc là vraiment pure lambda, ils ont intégré déjà on peut faire du versionning de nos fonctions, et deux, avec les tags, on peut, donc c'est du natural blue-green, donc là c'est pareil, les deux versions, donc on va dire A et B sont en ligne en même temps. Si B s'est bien déployé, il y a une bascule directe vers la nouvelle version. Maintenant, bon, on a déployé. Mon projet, je veux quand même avoir une belle supervision. Alors, qu'est-ce qui s'offre à nous pour faire ça? Eh bien, il y a deux outils. Pareil, Amazon. Hein, bon, vous verrez, c'est quand même bien typé Amazon. Aujourd'hui, il y a X-Ray et CloudWatch. Alors CloudWatch, c'est un service vraiment basique Amazon qui permet de faire du logging et de récupérer certaines métriques et pouvoir générer des alarmes. Donc je ne vais pas forcément rentrer dedans. La partie intéressante, c'est X-Ray, qui est un service qui est apparu l'année dernière, qui va permettre vraiment de pouvoir timer un peu toutes les exécutions, avoir des métriques, mais vraiment orientées métier, orientées code. Donc savoir combien de temps ma requête va mettre pour s'exécuter, donc vraiment la partie connexion à ma base de données. Pouvoir tout simplement, moi je veux arriver à timer la phase de code start, la phase d'exécution de mon code, et ainsi de suite. Pareil, si j'ai une communication entre différents services, on va pouvoir générer un peu une service map comme ça. Donc là, c'est pas celle d'Airbus, hein, c'était l'exemple de base de X-Ray. Mais on peut même arriver à mettre des rules dans X-Ray pour dire, bah tiens, quand est-ce que ça se passe pas, et voir rapidement en fait à quel moment j'ai eu un plantage, ça s'est mal passé, une insertion DynamoDB, etc.
Pareil, je disais tout à l'heure, je veux arriver à faire de la trace, vraiment avoir certains temps d'exécution. Donc là, facilement avec X-Ray, nativement, hein, c'est nativement dans Lambda, on a juste, j'en mets une case à cocher et un petit droit à mettre dans le droit d'exécution. Et c'est activé pour avoir ce graphique-là. Après, on peut même le binder à certaines librairies, il y a un super SDK. Mais là, on voit que, typiquement, on retrouve un peu notre phase de call start. C'est que là, l'espace qui est là, c'est vraiment la phase de provisioning. Provisioning de mon instance. On retrouve la phase d'initialisation de mon contexte. Donc là, on voit même le temps d'initialisation. Et la phase d'exécution. Donc là, qu'est-ce que je fais, hein? C'est mon code, il va faire un put d'un objet sur S3. Donc là, X-Ray est compatible nativement avec Boto 3. Donc là, vu que on utilise Boto 3 nativement, j'envoie la phase, le put est timé et je sais son temps d'exécution. Et après là, j'ai vraiment le temps qui va être facturé. D'accord? Alors, comme ça, on peut dire, bon, déjà, c'est des belles métriques, mais derrière, on peut même pousser un peu le vice un peu plus loin et se dire que au moment de la phase d'exécution de mes tests d'intégration, je vais pouvoir récupérer toutes ces métriques, les comparer à l'ancien code et calculer instantanément l'impact de mon code sur ma facture. Typiquement, entre la précédente et la suivante, si je passe de 623 millisecondes à 1 seconde, je peux tout de suite savoir que ça va me coûter plus cher. Et si je prends un nombre de requêtes, par exemple 1 million de requêtes, je peux tout de suite savoir, à la fin du mois, je vais avoir une augmentation de tant de pourcents de ma facture juste sur cette fonction. Et ainsi de suite. On peut vraiment pousser les vices à l'extrême pour optimiser même notre facture, optimiser nos coûts. Du coup, au niveau Airbus, bon, je l'ai un peu, tout au long, j'en ai un peu parlé. Nous, on est parti sur CloudFormation pour les raisons, tout simplement quand on est dans un projet d'entreprise, 90 fonctions, croyez-moi, pour en avoir fait des API, c'est rien du tout. Hein, ça. Enfin, un projet de base, on atteint facilement les 200 contrats REST. Donc voilà, là on n'avait pas le choix, aujourd'hui il n'y a pas de framework qui pouvait nous aider là-dessus. Python 3.6, tout simplement, aspect humain, et pourquoi pas le 2.7, c'est que le 2.7 est maintenant annoncé comme deprecated. Le CICD, tout ce qui est donc test, déploiement, c'est 12 minutes à chaque fois qu'on push, donc avec bien sûr process Git flow sur un seul projet Git grâce à notre super architecture monolithe, prend 12 minutes pour déployer et mettre la doc à jour, etc. en ligne. Et aujourd'hui, notre call start est d'environ 2 secondes, parce que nous, justement, on a des contraintes de lancer ça dans un VPC. Alors, call start, c'est plus la phase d'initialisation. Mais on prend les 10 secondes, bien sûr, du je bind tout ce qui est interface de network, parce qu'on est obligé de lancer dans un VPC. Là, c'est plus des contraintes de sécurité. Donc la conclusion, alors être ou ne pas être un peu serverless, c'est ce qu'on a fait le bon choix d'aller vers le serverless. Alors aujourd'hui, l'aspect humain, comme disait Mathieu tout à l'heure, c'est que nous, le premier aspect, c'est que, on n'avait pas forcément de compétences Ops, et on ne voulait pas forcément avoir des compétences Ops, vraiment pure sysops, gérer un orchestrateur, gérer des patching systems, etc. On voulait déployer rapidement, on voulait mettre à disposition du métier rapidement à nos utilisateurs. Du coup, c'était vraiment un choix stratégique. Après, comme je disais, c'est une technologie asynchrone. Expérience utilisateur, si je fais une solution SaaS où j'ai des millions d'utilisateurs, ceux qui se prennent des call start, qui vont se prendre possiblement du 10 secondes de démarrage, généralement, les gens ils vont vite partir de votre solution. Donc je vous dirais, si je suis dans une solution SaaS avec beaucoup d'utilisateurs, je ne prendrai pas forcément cette solution. Après, il y a des méthodes, comme je disais, le petit hack. Alors pour ceux qui connaissent Cloud Guru, qui est un super serveur, un super site avec des experts en AWS, avec des super formations, ils sont en full serverless. Donc ils font de la lambda, ils font tout. Et si on regarde, on voit qu'il y a des petites lenteurs. Par contre, eux, ils utilisent ce hack justement pour approvisionner un peu un nombre d'instances lambda pour justement avoir des bons temps de réponse. Après, nous aujourd'hui, on va dire contexte Airbus, mettre 5-10 secondes à l'utilisateur pour l'exécution, on ne va pas proposer une API, il y a 50 millions d'utilisateurs qui ont vraiment besoin des temps de réponse. Là, déjà, pour passer tout ce qui est firewall, le proxy et tout ça, réseau Airbus, se connecter, généralement ils ont l'habitude, 10 secondes, c'est rien du tout. Donc nous, c'était vraiment le choix stratégique, le choix humain, pour optimiser au maximum, délivrer du métier, avoir des temps de réponse, avoir une mise à l'échelle automatique. Demain, on n'a même pas besoin de se soucier de tout ce qui est la partie scalabilité. On peut
on peut rapidement avoir notre infrastructure en ligne et déployée. Du coup, merci beaucoup en tout cas de votre participation, d'être venu. J'espère que ce speech aura servi à quelque chose. Petit focus aujourd'hui pour Airbus, c'est qu'aujourd'hui, donc, sur cette belle, très beau projet de la Public Cloud Platform, Airbus recrute 3 profils. Donc je vais peut-être donner la main à Mathieu quand même. Vous vendra mieux le sujet, parce que moi je vous dirais de venir à Ypres Toulouse. Mais après... C'est la faute aussi pour Airbus. Donc, merci ici pour la présentation. Je vois que tout le monde est encore réveillé, donc bravo. On peut peut-être l'applaudir. Donc oui, on recrute. Incroyable, n'est-ce pas? Des Serverability Engineers, donc des gens qui mettent vraiment les mains dans le code, des devs. L'idée c'est que l'équipe est vraiment c'est une équipe d'engineering qu'on a, c'est pas une équipe d'OP. Donc les SRI, vraiment, ils développent beaucoup de Python, comme on l'a dit. On a fait des contributions sur Ansible, on a rajouté le support pour les VPN Gateway, on a fait non, ça c'est sur Terraform, pardon. On a aussi contribué sur Ansible et sur d'autres choses, mais ça je peux vous le dire. C'est cool. Les Customer Reliability Engineers qui sont plus orientés clients, donc c'est des devs qui ont l'expérience d'archi aussi et qui vraiment plus envie de se concentrer sur les utilisateurs. On a une centaine de projets dans le carton, dont certains qui ont un niveau de maturité dont Steve parlait, donc qui font du serverless, qui entre la release mesurent en fait la différence entre les coûts et la performance, donc avec des niveaux de maturité assez élevés, d'autres moins. Bon, ça c'est normal, c'est une grosse boîte, hein, on va avoir tous les types de clients, donc c'est assez intéressant. Et un troisième rôle que je trouve pas tellement en fait on essaie d'en trouver et c'est assez difficile, c'est peut-être pas le bon public ici, mais qui sont plus orientés business, donc des cloud cost architects qui travailleraient avec le business et les équipes techniques pour réduire les coûts. Donc vous imaginez bien qu'à l'intérêt d'Airbus, on ne va pas réserver 3 instances pour gagner de l'argent, il y a d'autres façons de le faire. Donc là c'est des gens qui seraient spécialisés et qui en conjonction avec nos CRI bosseraient avec le business et les équipes techniques pour optimiser au maximum les coûts. Voilà, donc je vous ai mis des petits liens Bitly, parce que notre site de carrière fait des URL à rallonge. Je me suis dit que c'était plus simple. Sinon, vous trouverez sur LinkedIn, vous pouvez le chercher sur notre site. Voilà, et merci. N'hésitez pas si vous avez des questions après à nous poser des questions, ou même maintenant. Après, ça sera avec la bière. Est-ce qu'on a un autre micro à tout hasard? Non. Bon, dommage. Tu répéteras la question pour la vidéo. Alors moi j'ai pas mal de questions. La première c'est, on n'a pas du tout parlé de la nature de l'application. Quel est le type d'application? Est-ce que c'est une Core API? Est-ce que c'est une appli web? Combien il y a de requêtes par jour par exemple, nombre d'utilisateurs? Parce que ça conditionne derrière pas mal de choses. Ouais, donc une question sur la nature de l'application. L'application, donc c'est l'application qui sert, comment expliquer facilement, de consommer Amazon pour l'ensemble des profils techniques d'Airbus. C'est la porte d'entrée vers Amazon. Donc on a fait une surcouche sur AWS IAM pour récupérer les crédits de choses et donc c'est une API REST. On n'a pas fait de front-end dessus parce que pour l'instant notre target c'est les early adopters. En termes d'utilisateurs, on aurait 300-400 utilisateurs, mais après les demandes ne seront pas sur l'API elle-même. La façon dont on a fait le design, ce sera pas on va pas avoir du 100 requêtes par seconde par exemple. Donc on n'a pas la raison pour laquelle on utilise serverless, c'est plus pour la souplesse que pour la disponibilité et la performance dans ce cas-là. Alors à ce sujet-là justement, j'ai entendu énormément de contraintes dans le développement liées au fait que vous aviez choisi le serverless. Est-ce que prendre du Beanstalk par exemple n'aurait pas permis d'utiliser par exemple du Java ou des choses comme ça, et puis d'avoir un auto-scaling automatique parce que tu ne pas, mais pas avoir toutes les contraintes que vous avez évoquées liées à l'utilisation du fast. Ouais, alors le problème de Beanstalk, c'est que ça utilise des OS qui ne sont pas ordonnés aux contraintes, aux standards Airbus. Du Beanstalk, c'est les OS, les systèmes d'exploitation, pardon, ne sont pas ordonnés d'un point de vue sécu. Je suis obligé de les intégrer au SOC et tout un tas d'autres choses qui, d'un point de vue sécu, après sont plus complexes. Et après, sur les lambda, tu maîtrises ouais. Sur les lambda, en fait, on se plug sur CloudTrail et CloudWatch et on peut s'intégrer beaucoup plus facilement à nos systèmes de sécurité interne qu'on a standardisé. Après, pour le choix du code, comme on a dit précédemment, l'équipe en fait ne fait pas de Java.
Donc pour nous, c'était tout de suite, de toute façon, le choix était assez facile, c'était Python. Encore une autre question. Question de souveraineté. Voilà, c'est tout. J'ai l'impression que c'est tout Amazon, parce que c'est un service que vous avez développé chez Amazon pour faciliter l'utilisation d'Amazon. Donc la problématique de la souveraineté, en fait, elle a disparu. En fait. Non. Mais alors, excellente question. Pour l'instant, on se concentre sur Amazon et on se concentre sur, on va dire, une région, même si notre design en fait est une multi-région. Enfin, on va d'ailleurs lancer 3 régions bientôt, 3 autres régions bientôt. Mais la façon dont on a structuré, dont on développe l'API, l'idée c'est de pouvoir faire du multi-cloud derrière. Après, nous on a une approche qui est sur l'approche de l'équipe aujourd'hui, qui est de faire consommer au maximum en natif les API cloud disponibles. Donc aujourd'hui je suis de l'Amazon, je donne accès aux API nativement Amazon, dans un cadre qu'on a quand même bien défini au niveau compliance, au niveau secure. Je pense qu'on fait des trucs assez sexy. S'il y en a qui vont à l'AWS Summit à Paris, on présentera d'ailleurs, Amazon nous a demandé de présenter ce qu'on fait au niveau sécu à Paris au mois de juin. Pour en venir à ce que je disais, donc on donne vraiment accès de façon native aux API. Après, il y a une autre équipe qui est en train de mettre en place tout ce qui est container et dont l'objectif sera effectivement de pouvoir faire du multi-tenant où un container pourra être sur Amazon, sur Azure, sur GC ou sur du on-prem, sur du serveur physique. C'est GKX. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. La réalisation du projet, combien de temps ça a duré? 6 mois. Et alors on continue encore. C'est des genres de projets qui ne s'arrêtent jamais en fait. Parce que on rajoute constamment, on a du feedback utilisateur, on a des demandes qui arrivent en permanence, donc ça ne s'arrête jamais. Là on fournit des services, je disais on fournit des API native Amazon, mais il y a tout un tas de services additionnels qu'on ajoute au niveau de l'encryption, au niveau de la façon dont on gère le DNS, la façon dont on bake les AMI sur EC2, on veut ouvrir aux utilisateurs la possibilité de faire de l'AMI baking et de les encrypter, etc. Donc c'est des choses qu'on fournit par notre API, et tout un tas d'autres choses. Tout ce qui est gestion des backups avec les snapshots, les restores. C'est bien de faire des backups, mais tout le monde fait du snapshot sur EBS snapshot sur Amazon, mais quand on se retrouve avec 10 000 snapshots, il faut faire un ménage. Quand on veut restaurer un snapshot, c'est pas forcément simple. Donc on facilite ça avec notre API. Non, sincèrement, en fait, ce qu'il y a, c'est que on va dire le plus compliqué, ça doit faire peut-être le template de déploiement d'une fonction. Donc, comme je disais, les nested stacks, hein, c'est j'ai un template de déploiement pour une fonction qui est la typologie. J'ai une API lambda, enfin une API gateway et ma lambda. Ça a pris peut-être une journée à construire avec vraiment mise en place des stratégies de déploiement. Et après, ce template-là, je l'ai réutilisé pour toutes mes autres fonctions. Donc, dès que j'ai une nouvelle fonction, sincèrement, c'est copier-coller. Et je spécifie un peu les différents paramètres, les variables d'environnement que je pousse pour pousser tout ce qui est connexion infrastructure. Ouais, mais ça prend en compte aussi le fait de l'étude de l'architecture. Après, moi aussi, je suis venu chez Airbus parce que je connaissais déjà le serverless. Donc, on va dire, quand on a de l'expérience et de la pratique, ça va déjà un peu plus vite. C'était pas une découverte from scratch en mode, bon, voilà, on n'a jamais fait de serverless. Mathieu aussi. En fait, maintenant, tu trouves des trucs tout faits sur Internet. Des scripts tout faits qui te donnent quand même la nomenclature et les trucs, voilà. C'est vrai que, ouais, on avait déjà tous les deux une expérience serverless avant. J'avais commencé il y a 2 ans et quand je parlais de bug CloudFormation tout à l'heure, un des bugs justement, c'est quand tu fais des nested stacks, il n'y a pas de rate limit sur la vitesse à laquelle CloudFormation va lancer les substacks. Donc si tu crées par exemple 100 nested stacks, c'était 90 là dans ce cas-là, et il n'y a pas de tempo en fait. Donc CloudFormation va aller taper dans le backend EC2 pour provisionner les Docker plus vite, et c'est CloudFormation qui va taper dans les limites EC2 lui-même, parce qu'il ne se limite pas en fait. C'est un bug que j'ai ouvert il y a 1 an déjà et, avec Amazon, et du coup on va avoir des problématiques où je crois que c'était à partir de 40 fonctions ça pète.
donc il faut faire des petits tricks, justement, le depend zone, etc. pour soulager, parce que CloudFormation ne se restreint pas lui-même sur votre unité. D'autres questions? Ah. Le monsieur se réveille, c'est ça? Non, j'ai une petite question, est-ce que vous avez pu voir à peu près le coût d'opération de ça par rapport à une autre architecture Bah, en fait, c'est simple, ça nous coûte zéro, ou presque. Parce qu'en fait, vu le nombre d'utilisateurs qu'on a, et le nombre de calls, je ne sais plus, c'est au bout d'un million de calls qu'on commence à payer sur Lambda. Donc en fait, ça nous coûte que dalle. Fritière. Ouais, for the win. C'est là où c'est intéressant en fait. Surtout Ouais, enfin, à l'échelle d'Airbus, c'est pas 3 instances EC2 qui vont faire une grosse différence sur la facture Amazon. Ouais. Alors, le coût des services additionnels, ouais, mais encore une fois, c'est une goutte d'eau dans la facture Amazon. Ouais, je peux pas trop donner de nom, mais on va dire que c'est en centaines de milliers par mois. Voilà. Donc, c'est pas, encore une fois, c'est pas 3 instances EC2 qui vont faire une grosse différence sur la facture de la boîte. Donc, le coût, les coûts en termes de la plateforme, ils sont pas là-dessus. On a d'autres coûts sur la plateforme, mais c'est pas sur les services liés directement à l'API, même si c'est le cœur de la plateforme. Et pareil, aujourd'hui, il n'y a pas que Lambda qui a des fritières. Il y a beaucoup de services aujourd'hui. Moi, je démarre ma startup. Typiquement, je peux vraiment exploiter le fritière pendant 1 an, API Gateway, Dynamo, etc. On peut l'exploiter, même S3, on va pouvoir avoir du stockage gratuit pour vraiment avoir un peu cette croissance exponentielle et vraiment l'explosion de la startup. C'est pour ça, hier, justement, je faisais le même talk un peu serverless sur Nantes et c'était un peu plus orienté startup. Du coup, ils étaient vraiment intéressés, ils voulaient partir sur cette technologie-là. Justement parce que ils n'avaient pas forcément les moyens au début et ils voulaient avoir un démarrage progressif. Typiquement, il y a des use cases avec de l'IoT qui est vraiment justement orienté pour le serverless. Hein. C'est asynchrone, j'ai des capteurs. Au début, j'ai ma petite startup, j'ai inventé quelque chose. J'ai 10 capteurs qui tournent sur le marché et au bout d'un moment, explosion, crowdfunding, j'ai 1 million de capteurs qui sont vendus. Là, j'ai pas besoin de me soucier. Il n'y a pas de changement, on va dire, sur ma structure. Peut-être un petit mail au support pour augmenter un peu la soft limit sur le nombre de provisioning lambda. Mais juste ça derrière, ça va se scaler, ça va tout faire. Et il va pouvoir vraiment exploiter au maximum la partie fritière Amazon pour lui aussi commencer à être rentable, pouvoir régler les factures Amazon. Sur les limites, justement, quand on parle des limites justement des lambdas, sachez que si vous lancez les lambdas suivant la région que vous choisissez, les limites ne sont pas les mêmes. La plupart, c'est autour de 10 000 lambdas en simultané en parallèle. Et il y en a quelques-unes où... Hein, je parle des hard limites. C'est les soft limites, ouais, après les hard limites, c'est autour de 10 000. Et certaines, c'est 20 000. Et si vous lancez dans un VPC, du coup, il faut que votre plan d'adressage puisse contenir tout ça. Donc des petits trucs à penser si vous voulez vraiment faire des trucs à grosse échelle. D'autres questions? Merci beaucoup. Je vous invite au buffet.